Le Liban va-t-il se relever après 2 ans de crise et de guerre? Un nouveau gouvernement a été formé samedi dernier. Le Premier ministre s'appelle Nawaf Salam. Il a dit souhaiter un gouvernement de réforme et de salut. Ce gouvernement tiendra sa première session ce mardi matin. Bonjour Maya Kadra. Bonjour. On va aller plus loin avec vous. Vous êtes enseignante et journaliste franco-libanaise. Alors tout d'abord, qui est Nawaf Salam? C'est vrai qu'on ne le connaît pas forcément ici en Europe. Et pourtant, on a beaucoup parlé de lui bien avant qu'il ne soit désigné Premier ministre libanais. Nawaf Salam, c'est l'ancien président de la Cour internationale de justice. C'est lui qui enquêtait sur l'intention génocidaire d'Israël dans la guerre de Gaza ou bien les accusations de génocide. Et donc, c'est une figure qui a été accusée de ne pas être neutre en ce qui concerne les conflits du Moyen-Orient. C'est lui qui a représenté le Liban également pendant presque une décennie entière aux Nations Unies. Donc c'était le porte-parole de l'État libanais. Donc c'est quelqu'un qui est connu dans les sphères internationales. C'est un juriste qui n'a pas versé dans les affaires de corruption très courantes au Liban, vu qu'il n'a pas participé au pouvoir d'une manière directe. Et il a été investi comme Premier ministre, donc après des tractations, des consultations parlementaires au palais présidentiel il y a un peu plus d'un mois. Un juriste donc, approuvé par le président Joseph Aoun. Les deux hommes se connaissent bien. Ils ont mis l'accent dans leurs discours respectifs sur la souveraineté, je cite, du Liban. Qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Alors, c'était clair déjà dans le discours d'investiture du président libanais, Joseph Aoun. Cette notion de souveraineté a été définie d'une manière claire, c'est-à-dire le monopole des armes entre les mains de l'armée libanaise et des institutions libanaises, les forces de sécurité. Donc, ça implique un désarmement total du Hezbollah, ça implique le désarmement des camps palestiniens, également au Liban, où les armes sont toujours là. Le désarmement aussi des différentes milices qui existent encore. C'est ça la souveraineté. Deuxièmement, la souveraineté, c'est la souveraineté non seulement sécuritaire, mais la souveraineté économique aussi, parce que Liban, ce pays dont les chefs un peu et dont les politiciens ont versé dans la corruption depuis la fin de la guerre, on a besoin vraiment de redresser non seulement les comptes, mais de redresser aussi une certaine conception du travail politique et donc mettre fin à la logique un peu du saucissonnage ou saucissonnement du budget libanais, parce que tout allait dans les poches des politiques. On reviendra sur la situation économique au Liban, mais restons sur le Hezbollah. Aujourd'hui, on est obligé d'évoquer cette guerre qu'il y a eu entre le Hezbollah et l'État hébreu. Où en est-on aujourd'hui au Liban? Il y a une trêve. Comment ça se passe concrètement? Alors la trêve prenait fin janvier. Elle a été prolongée jusqu'au 18 février, justement parce que les conditions de cette trêve n'ont pas été remplies. À savoir que le Hezbollah soit complètement refoulé au nord du fleuve Litani, qui est à 40 km de la frontière qui sépare le Liban d'Israël, que le Hezbollah soit désarmé et que l'armée libanaise puisse prendre contrôle de tous les anciens bastions du Hezbollah. Aujourd'hui, le Hezbollah, il est affaibli quand même. Il est très affaibli, son état-major est décapité. Cela étant dit, il essaye toujours de se revigorer, que ce soit à travers le trafic de drogue. Et on a vu ce qui se passe à la frontière est du pays avec la Syrie. Il y a actuellement des combats entre HTC, Hayat Tahrir al-Sham, et quelques tribus qui sont en Syrie. Et les tribus qui sont rattachées au Hezbollah, justement pour des affaires de trafic de drogue. Et donc, ce Hezbollah qui essaye de se financer de nouveau à travers la frontière est à la Syrie, qui essaye de cacher toujours certains dépôts d'armes et de ne pas livrer leur lieu à l'armée libanaise. C'est un Hezbollah, certes, qui est affaibli, mais qui n'admet pas qu'il est en train de mourir ou qu'il est en train d'être achevé. Sur le terrain, on a beaucoup parlé que le sud du Liban, notamment, était finalement gouverné par le Hezbollah. C'était un peu un gouvernement bis. Comment vivent les populations aujourd'hui du sud Liban alors que le Hezbollah, justement, est affaibli?
Alors, dans beaucoup de localités, parce que le sud, il est hétéroclite. Ce n'est pas un sud où le Hezbollah est présent partout. C'est vrai qu'il a en effet utiliser le territoire du sud du Liban pour construire des tunnels, pour cacher des armes, etc. etc. Mais le sud, il jouit d'une diversité communautaire. Il y a des villages chrétiens, il y a des villages sunnites, il y a des villages druzes aussi qui ne portent pas allégeance à la milice chiite. Et donc, dans certains villages, dans certaines localités, on a vu des scènes de liesse, des habitants qui accueillaient avec du riz et des pétales de rose, et ça c'est la tradition orientale, l'armée libanaise qui y entrait pour sécuriser ces villages et pour sécuriser la frontière aussi. Mais il n'en demeure pas moins que les villages qu'on appelle les villages de la frontière de la ligne bleue sont toujours détruits. Les habitants ne sont pas encore entrés, justement parce qu'il y a toujours des bombardements qui se poursuivent, non seulement dans le sud, mais dans la plaine de la Bekaa aussi. Les bombardements ont repris, surtout depuis une semaine. Vous l'avez évoqué, la crise politique, la crise économique, cette guerre est venue aggraver une situation déjà compliquée au Liban. On a souvent parlé d'une corruption généralisée, une mauvaise gestion. Est-ce que vous pensez qu'avec ce nouveau gouvernement, le Liban va rentrer dans une nouvelle ère ? En tout cas, tous les Libanais l'espèrent. Cela étant dit, je reste, moi, personnellement, après mon observation très longue de l'actualité et de la vie politique libanaise, je reste un peu sur mes réserves parce que les défis, quand même, sont énormes. Je peux m'attendre à des avancées dans le secteur de l'énergie parce qu'au Liban, il n'y a pas d'électricité. Là, on a un technocrate qui a été désigné à ce ministère qui pourrait faire avancer les choses. Mais sur le plan économique, en fait, les Libanais, surtout les déposants, attendent que leur argent soit rendu parce que cet argent s'est volatilisé, il a complètement disparu des banques et donc des familles entières se sont retrouvées dévastées sans tout ce qu'ils ont mis de côté dans les banques. Il y a d'autres défis aussi parce que à ce moment crucial après la guerre, le Hezbollah est tellement affaibli et donc il faut le traiter comme tel, comme une milice qui est affaiblie, en leur accordant pas vraiment des prérogatives au niveau du pouvoir. Or, on a vu que la formation du gouvernement était très, très pénible parce que il y a 5 ministres chiites. On les a extirpés un peu de l'influence du Hezbollah, mais ils ont quand même des proximités Le gouvernement est quand même multiconfessionnel. Qui est multiconfessionnel et il y avait des blocages autour du nom du 5e ministre chiite que le tandem chiite-Hezbollah-Amal voulait absolument qu'il appartienne à leur mouvance. Et en effet, ce gouvernement a été formé quand le 5e ministre chiite a été nommé. Et donc, il y a un problème dans cette communauté aujourd'hui, dans la communauté chiite. Il y a un problème à sortir de l'influence du Hezbollah et à générer peut-être une opposition qui soit crédible, non seulement politiquement, mais également dans les urnes, sur le plan de la représentativité populaire. Et ça, c'est le plus grand défi pour moi. C'est comment sortir la communauté chiite des griffes du Hezbollah. Une dernière question économique au niveau mondial. Finalement, le gouvernement, il doit aussi donner des gages politiques pour débloquer l'aide mondiale. Et ce sont des milliards d'euros qui attendent d'être versés au Liban. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ces milliards d'euros, il y a eu le congrès Cèdre organisé par le président Macron en 2018. Les milliards n'ont jamais été débloqués, justement parce que les différents gouvernements n'ont pas mis en place les réformes qui sont demandées par la France, par l'Union européenne, mais aussi par les États-Unis et la Banque mondiale elle-même. Aujourd'hui, ces réformes, concrètement, ça va dans le sens de la transparence totale. Comment est-ce que le budget est voté? Comment est-ce que le budget est dépensé aussi, parce qu'il y a, et ça ce n'est pas dans la loi libanaise, mais c'est un fait de pratique dans la corruption, il y a ce qu'on appelle la commission. Chaque ministre prenait, pour chaque projet voté au sein du Conseil des ministres, il prenait ce qu'on appelle la commission. Ça, c'est prouvé, ça a été documenté. Il y a des enquêtes, ça a été documenté. Il y a eu beaucoup de projets complètement absurdes, comme la construction de certains barrages, notamment par un ancien ministre, et c'était un barrage en fait qui a été construit sur une faille sismique. Enfin, c'est quelque chose de complètement aberrant. Et tous ces ministres ont profité donc de cette corruption généralisée et aussi de la présence d'une milice qui est le Hezbollah, qui a empêché un État libanais de naître et de s'épanouir.